Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence. Du coup, je vais vous parler de machine à état. Hier, j'ai entendu à une conférence que quand on avait un talk à faire, il fallait qu'on ait une histoire à raconter. Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est mon tech lead qui me dit bah, Laurine, on a un super process métier à te faire implémenter. On veut qu'un utilisateur puisse brancher son véhicule électrique à partir d'une borne et recharger son véhicule comme ça. Et il me dit, mais t'inquiète, c'est un process métier qui est super simple. Donc je vous le présente rapidement, ce process métier super simple. J'ai une demande j'ai une commande, je vérifie que le service qui est demandé existe bien, je vérifie le moyen de paiement, je génère une préode qui peut être valide ou invalide, je fais une demande de recharge à la borne, qui peut l'accepter ou la refuser, ma borne délivre de l'énergie, ma charge est finie, j'ai le payment, l'invoice et la notification. Donc, ce qu'on voit clairement avec ce schéma, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à son tech lead. Mais c'est pas grave, moi je me dis, j'aime bien les challenges, c'est un process métier, ça va être sympa, allez, j'y vais, je me retrousse les manches et je commence à implémenter ce process métier super simple. Donc, qu'est-ce que je fais Je crée mon service, dedans je fais mes petits checks, je dois générer ma préhôte. Et du coup, pour générer ma préhôte, moi je ne sais pas le faire, donc je fais appel à un service externe. Il faut que je m'arrête. Du coup, si je reprends, donc pour ma petite implémentation, je crée mon premier service, je fais mes checks. Et donc la préhôte, je ne sais pas la faire pour moi-même, donc je fais appel à un service externe. Il y a plein de services externes qui savent faire des générations de préhôtes. Mon service externe, il va me répondre via une webhook, donc dans un contrôleur, et je vais récupérer mon information dans mon contrôleur, puis je vais faire mes petits checks if-else. Sauf que dans ce super process, il y a plein d'autres choses que je ne sais pas faire, donc je vais faire appel à plein d'autres services externes qui vont eux-mêmes me répondre dans d'autres webhooks, donc dans d'autres contrôleurs, et donc je vais refaire des conditions dans mes autres contrôleurs. Et comme on a une équipe qui est super top et qu'on aime les microservices, on a aussi du code qui va se retrouver dans des callbacks, donc via des listeners, où je vais encore avoir des conditions. Donc si je fais un petit résumé de cette implémentation que certains pourraient qualifier de naïve, qu'est-ce que j'ai? J'ai du code dans une méthode, puis j'ai du code dans une webhook, puis j'ai une condition, puis j'ai du code qui va se retrouver dans une callback, puis j'ai des conditions. Et là, normalement, vous voyez où je veux en venir. Ça fait des petites ondulations comme ça. Il y en a qui le miment comme ça, d'autres qui le miment comme ça. C'est le code spaghetti. Et autant les pâtes, on adore, mais le code spaghetti, on l'aime vraiment pas parce que là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de vue unique sur mon process, j'ai du code un peu partout. C'est super compliqué à maintenir. Dès qu'il faut que je fasse une évolution, je sais plus où j'en suis. J'ai pas de suivi au runtime. Mon process à un instant T, je sais pas où il en est. J'ai pas de retry d'étape. S'il y a un truc qui pète quelque part, faut que je recommence tout depuis le début. J'ai des composants qui sont complètement hétérogènes, et qui dit composant hétérogène dit super dur à tester. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ma petite implémentation, je la pousse en MR, et ce qui devait arriver arriva. Mon tech lead qui revient et qui me dit Laurine, c'est une drôle façon d'implémenter une machine à état, ça. Moi, je lui dis une machine à quoi? Elle me dit une machine à état. Et là, moi, je comprends pas trop, parce que pour moi, la machine à état, c'est les mathématiques, il y a des chiffres dans tous les sens, mais c'est pas mon domaine, donc c'est pas trop grave, je ne m'intéresse pas trop. Et en fait, non, des machines à état, on en a partout. On en a dans les maths, on y est vraiment confronté tout le temps autour de nous, et on en a du coup dans le monde du code. En fait, dès qu'on a un process avec plusieurs étapes, que ce soit plus ou moins complexe, qu'il y ait du synchrone ou de l'asynchrone, on peut être dans le cas d'une machine à état. Le code spaghetti que je vous ai présenté au début, c'est une machine à état. Je m'appelle Laurine Lenette, je suis développeuse full stack chez Takima, et aujourd'hui, avec vous, j'ai envie de coder une jolie implémentation de machine à état. Je veux qu'on oublie le code spaghetti du début et qu'on fasse un truc canon. Donc si on reprend les bases, qu'est-ce que c'est qu'une machine à état? Je vais vous prendre un petit exemple. Je vous ai dit qu'il y en avait partout des machines à état. La machine à café, c'est une machine à état. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne une machine à café? Je l'allume, je parle du type un peu Nespresso, là, pas les trucs qui mouillent du grain tout seul. Donc je l'allume, j'ai une phase de préchauffage, et là ma machine à café est prête à faire un café. Je vais cliquer sur Expresso, elle va aller moudre du grain, prendre un peu d'eau, me faire un expresso, passer à l'étage et faire un expresso, et revenir à l'étage, je suis prête à faire un autre café. Là, cette fois-ci, si je clique sur le grand bouton pour faire un grand café, je vais prendre un peu plus de grain, prendre un peu plus d'eau, et je vais avoir fait un longo. Et puis, quand elle est prête, je clique sur éteindre, elle va s'éteindre.
Donc si je mets du jargon de machine à état là-dedans, j'ai un début et une fin. Ma machine à café, elle est allumée ou elle est éteinte. J'ai des états transitoires. Je peux être à l'état « je suis prête à faire un café », je peux être à l'état « j'ai fait un expresso ». J'ai des transitions. Donc on passe d'un état à un autre par le biais d'une transition. Donc là, je vais passer de l'état « je suis prête à faire un café » à « j'ai fait un expresso » en effectuant la transition entre les deux. Et quand j'effectue la transition, j'effectue l'action qui est portée par la transition. Donc je vais effectuer l'action « je mouille du grain » et je vais chercher un petit peu d'eau. Et quand j'ai plusieurs transitions à partir d'un même état, c'est une condition qui va élire quelle transition j'effectue pour changer d'état. Et du coup, des machines à état, il y en a aussi dans les ascenseurs, il y en a aussi dans les players de musique, il y en a vraiment partout. Si on se fait un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit là, on a dit qu'on était dans le cas d'une machine à état quand on avait plusieurs étapes, un truc plus ou moins complexe, avec du synchrone ou de l'asynchrone. Et qu'une machine à état, c'était un début et une fin, des états transitoires. Je passe d'un état à un autre par le biais d'une transition. Cette transition, elle porte une action que je vais effectuer au moment où j'effectue ma transition. Et quand j'ai plusieurs transitions à partir d'un même état, c'est la condition qui me permet de savoir quelle transition je vais effectuer. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler de process de charge de voiture électrique ou de machine à café. J'ai envie de prendre un process qui nous concerne tous. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques temps, tous les petits-enfants qui ont perdu leurs dents, quand ils se réveillent le matin, eh ben, ils n'ont pas de pièces sous leur oreiller. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous concerne. Moi, ça me concerne en tout cas. Du coup, si on revoit un petit peu les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe quand on perd une dent? Quand on perd une dent, on la met sous l'oreiller. La petite souris, elle vient la chercher. Elle regarde son état. En fonction, elle commande plus ou moins d'argent à la Banque de France. Elle reçoit ses sous de la Banque de France et elle vient les mettre sous notre oreiller. Bah là, vous me voyez venir. C'est un process qui peut se schématiser sous une forme de machine à état. Notre petite souris, elle reçoit sa dent, elle la vérifie. En fonction de s'il y a une carie ou pas, elle va commander plus ou moins d'argent. Là, elle attend que la Banque de France lui réponde. Quand la Banque de France lui a répondu, donc elle reçoit ses sous, elle les envoie sous l'oreiller et elle complète sa commande. On a demandé aujourd'hui à notre petite souris, mais pourquoi tous ces enfants n'ont plus leurs pièces sous leur oreiller quand ils se réveillent le matin? Notre petite souris, elle n'en sait rien parce que la stack, elle l'a déléguée à sa pote, la Techie Mouse, qui lui a pondu du code spaghetti. Donc cette petite souris, elle a besoin de nous aujourd'hui. Elle veut un max de visibilité et un max de contrôle sur son process. Et donc pour ça, je vous propose qu'on le fasse ensemble. On le fait from scratch, on le fait en Java et on fait une jolie machine à état à notre petite souris. Du coup, petit deviendra grand, on va se contenter de commencer par les deux premiers états du process de notre petite souris. Donc on a dit qu'on avait notre début, que notre petite souris elle reçoit sa dent et qu'elle veut la vérifier. Donc ça, on se rappelle, c'est un début, une fin, des états transitoires, des transitions, et quand j'effectue ma transition, j'effectue l'action qui est portée par ma transition. Et bien c'est parti, on va aller coder tout ça. Moi, la première chose que j'aurais envie de coder, depuis tout à l'heure, je vous parle de machine à état. Il y a marqué state en gros sur mes slides. Donc, je vous propose que la première chose qu'on fasse, c'est d'aller coder un état. Donc, on part d'un petit main en Java vide et on va venir ici créer notre classe state. Notre état, pour l'instant, on a juste besoin qu'il ait un petit nom et on va lui générer un constructeur qu'on va mettre en privé pour faire un petit pattern factory. Et voilà, notre état, il est prêt. On va pouvoir aller l'ajouter dans notre méthode main et créer notre premier état. Donc, on a dit qu'on partait le premier état, ça va être tout received. Donc ici, je vais créer tout received. Hop. Et je vais faire un deuxième état que je vais appeler tout verified. Donc là, c'est bon, on a créé nos deux premiers états. Alors généralement, ça, on n'aime pas trop de mettre des magic strings un peu partout, donc on va faire une petite enum qu'on va appeler state name. Et on va lui créer nos deux premiers états. Et donc ici, je vais aller juste remplacer par tous received et par tous verified. Hop.
et hop. Donc ça y est, on a nos 2 premiers états qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensuite? Donc on s'est dit, on passe d'un état à un autre par le biais d'une transition, et notre transition, elle porte une action. Donc on va aller coder la transition. La transition, c'est une nouvelle classe. Cette transition, elle a quoi? Elle part d'un état. Donc on va lui faire un from state. Elle arrive à un autre état. Donc elle a un toStates, et on a dit qu'elle portait une action. Hop là. Donc là, c'est bon, j'ai codé ma transition. Pareil, je vais lui générer son constructeur. Et ici, je vais pouvoir venir créer ma première transition. Donc, transition. On a dit que notre première transition, elle partait de l'état toSreceived, qu'elle allait à l'état toSVerified, et qu'elle effectuait l'action checkCavity. Donc pour l'instant, je vais juste mettre un petit log qui va faire checkCavity. Bah, ça y est, j'ai tout codé ce que j'ai sur ma slide. Là, je passe de cet état-là, je vais à cet état-là, et j'effectue l'action checkCavity. Donc on a déjà notre première machine à état qui fonctionne. Sauf que, bon, du coup, les lambda, là, c'est facile parce que j'ai juste un log et c'est assez lisible. Mais si on commence à avoir des actions un peu plus complexes et qu'on a un peu plus d'états, plus de transitions et qu'on veut peut-être commencer à mutualiser nos actions, etc., le mieux, c'est d'en faire une interface. Donc, je vais faire ma petite interface action et je vais faire ma première implémentation d'action. Elle extends runnable et je vais faire ma première implémentation d'action pour mon action de checkCavity. Hop. Elle implémente action, et du coup, on va lui faire implémenter run. Et je vais récupérer mon petit log ici. Pour les logs, j'utilise log4j2. Hop. Et donc ça y est, on a notre première implémentation d'action que je vais pouvoir ici remplacer. Hop, new checkCavity action. Et donc là, j'ai toujours ma première transition. Pareil, si je commence à en avoir plein, des transitions, ça risque d'être un peu lisible, ce new transition à chaque fois. Si je commence à changer, à intervertir mes états, avoir d'autres actions et tout ça, on manque un peu de lisibilité. Nous, on a promis à notre petite souris que ce serait lisible et contrôlable. Donc un truc qui serait super chouette, c'est de dire, j'ai mon toSreceived, je vais à mon toSVerified, et j'effectue l'action. Pardon, hop. New checkCavity. Là, c'est super clair. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, et je sais ce que je fais. Donc, je vous propose qu'on fasse ça. On va commencer par le with action. Le with action, il est dans la transition. Je vais juste venir créer une petite méthode with action qui va me retourner une transition qui prend en paramètre une action. Tac. Qui me fait cette ligne-là. Hop, je return ma transition. J'en ai plus besoin dans mon constructeur. Et ici, hop, c'est une action. Donc ça y est, j'ai fait ma petite partie with action. Maintenant, je vais pouvoir faire ma petite partie then. Ma petite partie then, si je reviens sur mon schéma, en fait, donc ce qu'on veut faire, c'est dire, je viens d'ici, je vais ici. Mais donc pour savoir où aller, cet état-là, il a besoin de connaître la prochaine transition. Donc dans notre état, ici, on va rajouter un champ transition qui illustre la prochaine transition. Lui, il sait toujours qui est la prochaine transition après lui. Et du coup, on va faire notre petit then qui crée une nouvelle transition. À partir de là où on est, on va dans le paramètre qu'on passe et on retourne le next transition. Hop. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et là, c'est super clair. On a, ça y est, notre première implémentation de machine à état qui est assez jolie. Je pars de cet état-là, j'arrive à cet état-là, j'effectue cette action. Donc là, c'est tout top.
j'ai une petite erreur ici. Hop, next state, pardon. Donc là, c'est tout propre, sauf que je suis encore dans mon main. J'ai tout codé dans mon main, et ça, c'est pas forcément super top. Tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est définir notre process. Donc ça, en fait, ça correspond à la définition du process. Je vais pouvoir tout sortir et le mettre dans une classe que je vais appeler process definition. Donc je vais vraiment tout sortir. Je vais sortir mon enum. Et je vais sortir le reste. Pouf. Et ce truc-là, je vais le mettre dans une méthode que je vais appeler initProcessDefinition. Je vais tout mettre là. Je vais générer mon constructeur. Et la première chose que je vais appeler, c'est cette méthode-là. Je vais aussi lui mettre un petit getter. Les getters, j'utilise Lombok pour les faire. Ça marche bien. Donc voilà, ça y est, j'ai tout sorti de mon main et j'ai tout mis dans ma définition. Donc si on se fait un petit... et dernière étape, c'est qu'on a dit qu'on avait des états un peu spéciaux, là, l'état du début et l'état final. Et du coup, cet état initial, bah, il faut que ma définition, elle le connaisse. Donc ici, je vais rajouter le petit champ start state. Je vais le rajouter dans mon enum. Hop. Et là, j'ai mon start state. Et la première chose qu'il faut que je fasse, c'est partir de cet état initial et arriver dans mon premier état. Donc ici, je vais rajouter une transition qui part de mon start state et qui va à mon toSReceived. Donc voilà, là j'ai tout codé ce que j'avais sur cette partie-là, et c'est très clair. On voit très bien ce qui se passe, et même quand on n'est pas trop dev, normalement on arrive à lire et à comprendre ce qui se passe. Donc si on se fait un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on a vu? On a du coup d'abord codé nos états. Nos états, ils ont un petit nom et ils connaissent la prochaine transition qu'ils doivent effectuer. On a codé les transitions. Les transitions, elles viennent d'un état, elles vont à un état et elles portent une action. On a ensuite codé les actions qui sont portées par les transitions. Et on a mis tout ça dans une définition. On a défini notre état du début et on a tout défini dans une méthode qu'on a appelée initProcessDefinition. Donc maintenant, on a tout, sauf que mon main il est vide. Donc là, vous vous doutez bien que si je run, il ne va rien se passer du tout. Normal, c'est vide. Donc ce process, il va falloir qu'on le starte maintenant. Et pour le starter, on peut faire appel à une classe qu'on va appeler engine et qui va lancer notre process. Donc c'est parti, on crée notre petite méthode, notre petite classe engine, et dedans, on lui met une méthode launch. Cette méthode launch, elle va prendre en paramètre notre process definition, parce que c'est la seule chose à laquelle on a accès. Et maintenant, je vais vouloir exécuter toutes les transitions de mon process. Et pour exécuter toutes mes transitions de mon process, la seule chose à laquelle j'ai accès ici, c'est le premier état de ma définition. Donc, on est ici, en fait. Et là, on va vouloir effectuer toute la suite du process. Donc, si je pars créer cette méthode-là, hop, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Du coup, déjà, la première chose à faire, c'est à partir de cet état-là, connaître la prochaine transition. Ça, je l'ai avec la prochaine transition qui est dans mon état. Il va falloir que je rajoute des petits getters dans mon état et dans mes transitions. Hop. Et si je retourne dans mon engine ici, du coup, je fais mon start state.getNextTransition. Donc là, je connais ma prochaine transition à effectuer. Ce truc-là, je vais lui introduire une variable. Et ensuite, il faut que j'effectue l'action de ma transition tant que j'ai des transitions encore dans mon process. Promis, c'est la partie la plus costaud en schéma et en flèche. Mais du coup, là, tant que j'ai des transitions à effectuer, je vais aller chercher la prochaine transition et je vais effectuer l'action qui est portée par la transition. Donc, tant que ma next transition, elle n'est pas nulle, je vais aller exécuter l'action de ma transition. Hop. Et après, il va falloir que je réaffecte ma transition suivante à la transition qui est après l'état d'après. Donc ici, je réaffecte à ma next transition la transition d'après, que je récupère à partir de l'état d'après.
Ça paraît un peu diabolique comme ça, mais voilà. Et du coup, maintenant, je vais faire la méthode exécutation. Tac. On a vu que on pouvait avoir des transitions sans action. Donc ici, il faut que je me protège de la nullité de mon action. Et si mon action n'est pas nulle, alors je vais appeler la méthode run qu'il y a sur l'action, qu'on a fait tout à l'heure dans l'interface. Et bien du coup, ça y est, on a de quoi lancer notre process avec cette méthode engine launch. Donc je vais retourner dans mon main et puis je vais créer une engine et je vais l'appeler la méthode launch avec ma process definition. Et cette fois-ci, si je run, attention, on a un petit log check cavity, donc ça veut dire qu'on est bien passé dans notre action check cavity et qu'on a fait ce log-là. Donc si on se fait un petit récapitulatif, maintenant qu'on a défini notre process dans notre définition, avec la classe engine et la méthode launch, on va venir à partir du premier état de notre définition, exécuter toutes nos transitions, et pour exécuter une transition, on part de l'état dans lequel on est, on va chercher la prochaine transition, et on exécute l'action qui est portée par la transition. Ça, c'est top, mais donc là, j'ai juste un petit log. Si je vous avais dit que ça avait marché, vous auriez eu le droit de pas... Enfin, je vous ai dit que ça avait marché, mais en fait, je n'ai aucun moyen de prouver que ça a marché à part de juste avoir ce petit log. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Moi, mon dream, et le dream de la petite souris, c'est d'avoir un truc un peu comme ça. Pour chaque process, de savoir du coup quel est le dernier état dans lequel elle est passée et quelles sont toutes les transitions qu'elle a effectuées et où est-ce qu'elle était allée. Ça, on va le faire avec un nouvel objet qu'on va appeler le contexte d'exécution du process, qui correspond à notre historique de process. Donc ce truc-là, je vais venir le créer. Hop. On a dit qu'on voulait qu'il ait une ID. On a dit qu'on voulait connaître le dernier état dans lequel on était passé. State name. On a dit qu'on voulait connaître la date à laquelle on avait créé notre process. Et on a dit qu'on voulait avoir toute la liste des transitions par lesquelles on était passé. Hop. Lui, je vais lui mettre le petit getter, le petit setter et le petit builder de Lombok. Et maintenant, cet historique, il va falloir que j'aille l'alimenter à chaque fois que je fais des modifications dans mon process, donc à chaque fois que j'exécute mes transitions. Donc si je retourne dans mon engine, ici, au moment d'exécuter mes transitions, je vais avoir besoin de mon process execution context. Et donc, dès que je connais ma transition suivante, je vais venir setter ici je vais venir ajouter à ma liste de transitions la transition dans laquelle je suis. Et une fois que j'ai exécuté mon action, je vais venir setter le dernier état dans lequel j'étais. Et ça, je le connais par le toState de ma next transition. Donc là, je vais avoir besoin d'un contexte aussi, que je vais venir créer ici. Hop. Au tout début, je vais lui mettre sa creation date à instant.now. Et à la toute fin, je vais vouloir le sauvegarder. Donc je vais créer un petit DAO avec la méthode save et je vais lui donner mon contexte. Le petit DAO, je vais aller le créer tout de suite. Hop. DAO. Pour les biens de la démo, mon DAO, c'est un petit peu un DAO du pauvre, puisqu'il fait juste un log. Il n'y a aucune persistance en base de données derrière. Et il log juste le toString du contexte. Donc je vais aller rajouter le toString dans mon contexte. Hop. Et c'est vraiment juste du formatage de log. Et ici, je vais venir créer mon DAO. Et voilà. Et cette fois-ci, si je relance, hop,
eh ben, on a quelque chose de tout beau. On sait que notre dernier état, c'était le tooth verified. On sait qu'on l'a fait à cette date-là. Et surtout, le plus important, on sait qu'on est parti du start state, qu'on est arrivé au tooth received, qu'on n'a rien effectué, et qu'on est passé du tooth received au tooth verified en effectuant l'action check cavity. Donc voilà, si on se fait un petit récap, donc on a rajouté le process execution context, cet objet-là qui représente notre historique de process et qui sait exactement où en est notre process à n'importe quel moment. Cet historique, on est venu lui rajouter une ligne à chaque fois qu'on a effectué une transition, et à la toute fin, on l'a sauvegardé en base de données. Donc mission accomplie, on a créé notre machine à état pour le process de notre petite souris. Petit disclaimer, nous on a juste fait ça, et le process de la petite souris, il est un peu plus gros. Et du coup, là, il va falloir me faire confiance. La suite, je l'ai faite pour vous. Et je l'ai fait avec cette petite architecture-là. Donc tout ce qu'on a vu, tout ce qui est action, engine, définition, etc., toute la mécanique de la machine à état, je l'ai mis dans une brique que j'ai appelée engine. J'ai fait quelque chose en plain Java, donc complètement indépendant du code métier et du framework. J'en ai fait une petite lib. Et après, tout ce qui est précis pour le use case de la petite souris, j'en ai fait une autre brique que j'ai appelée Run, je l'ai fait en Spring, et cette fois-ci, j'ai fait une vraie persistance de données en MongoDB. Mon objectif, c'était donc de garder ce petit dashboard qu'on a vu ensemble, sauf que j'ai rajouté quelques petits statuts. Donc ça, c'est toujours notre process execution context. Je voulais que notre petite souris elle ait aussi une visibilité sur ses dents en elle-même, donc les objets dents en elle-même, et je voulais que notre petite souris elle puisse faire du retry de certaines étapes s'il y avait eu un souci dans son process. Donc si on va voir à quoi ça ressemble, normalement vous ne devriez pas trop être perdu, parce qu'on a fait le début ensemble. Je repars de la process definition qu'on a fait ensemble, donc avec nos deux petits états et nos deux petites transitions, et je vais dans la même process definition, un peu plus grosse et un peu plus compliquée, mais qui reste pareil. Et là, donc, vous retrouvez tous les états dans lesquels on est. Donc, on est dans la même définition, on a juste un petit peu plus d'états et on a un petit peu plus de transition. Mais normalement, là, vous n'êtes pas perdu. Le start state, then tooth received, on l'a fait ensemble. J'ai rajouté une action. J'ai rajouté une post-action. La post-action, c'est pour faire... Ça a le même rôle qu'une action, sauf que ça fait aussi un petit peu tout ce qui est effet de bord de la transition. Généralement, on aime bien l'utiliser pour faire des envois de mail ou des choses comme ça. Et ensuite, le tooth received, then tooth verified, avec l'action verified tooth action, qui est l'action de check cavity, mais en un peu plus évolué. Mais voilà, donc ça, on l'a vu ensemble. Ensuite, donc si on regarde les petits plus de cette grosse machine à état, déjà, je ne suis plus en plain Java, donc je n'ai plus vraiment accès à ma méthode main. Maintenant, pour lancer mon process, je le fais via un contrôleur. Et donc, quand je reçois ma dent qui est tombée, je vais faire appel à mon engine.launch. Celui-là, il n'a pas bougé. Et si je vous le montre, l'engine.launch, c'est toujours le même, pareil, un petit peu plus poussé, mais on va chercher notre définition. Nous, on la passe en paramètres, mais là, on la récupère au début. On crée notre process execution context, on exécute nos transitions, et on termine et on save notre process. Comme j'ai une persistance un peu plus poussée, c'est plus juste un save, c'est une petite méthode à part. Et du coup, quand on a fait ce launch-là, donc ça, c'est le premier petit plus. Deuxième petit plus, c'est que maintenant, on a une notion de condition. Donc une fois qu'on a vérifié notre dent, si on a une carie, on va commander plus ou moins d'argent. Donc ce truc-là, c'est la petite balise when qui nous permet de le faire. Et si donc on clique dessus, cette petite balise when, elle est codée dans l'état, mais si on va voir la transition, c'est la transition qui porte une liste de conditions. Donc là, normalement, vous n'êtes pas trop perdu pareil. La transition, on a vu qu'elle a toujours son état d'où elle vient, son état où elle va, ses actions. J'ai rajouté les post-actions. Et donc là, on a aussi la condition qui nous permet d'élire une transition plutôt qu'une autre à effectuer. On peut aussi rajouter des petites priorités à nos transitions. Et enfin, dernier petit plus, c'est pour gérer l'asynchrone. Donc on a dit qu'une fois qu'on avait commandé nos sous, il fallait qu'on attende que la Banque de France nous réponde pour relancer il fallait qu'on attende que la Banque de France nous réponde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en pause notre process en attendant que la Banque de France nous réponde. Donc ce truc-là, on va le faire avec un petit booléen qui s'appelle post after transition et qu'on va préciser dans notre définition. Donc là, une fois que j'ai commandé mes sous, je me mets en pause après ma transition.
Et quand la Banque de France va me répondre, je vais venir relancer mon process. La méthode relaunch, c'est la même que la méthode launch, sauf qu'elle prend en compte le process execution context qu'on a vu au début. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher en base l'historique, elle va regarder si elle peut relancer ou pas son process, et elle va faire en sorte que le premier état auquel elle va commencer corresponde au dernier état de celui qui était en base de données. Donc si on regarde, ça se fait toujours depuis le contrôleur. Quand je reçois mes sous, je vais faire cette fois-ci un relaunch. Et donc dans mon relaunch, pareil, je récupère ma définition, comme dans la méthode launch. Là, je vais récupérer mon process execution context qui est en base de données. Je vérifie que je peux bien relancer mon process. Et ensuite, je mets au premier état le dernier état de celui que j'avais en base. Et ensuite, comme la méthode launch, j'exécute mes transitions et je sauvegarde. Donc, si on se fait un tout petit récapitule de cette grosse machine à état, c'est les contrôleurs maintenant qui vont s'occuper de réveiller notre process. On a des petits when pour gérer les conditions quand on a plusieurs transitions à partir d'un même état. On a le with pause after transition qui nous permet de mettre en pause notre process quand on a de l'asynchrone. Et c'est la méthode relaunch qui va relancer notre process au moment où on a une réponse de notre asynchrone. Donc on va se run tout ça. Je voulais juste d'abord vous remontrer donc la suite du process. Donc on a dit que là ça on l'a fait ensemble, on a vérifié notre dent. Si on a une cavité, alors on commande peu d'argent, sinon on commande beaucoup d'argent. Ensuite on se met en pause. Une fois que la Banque de France nous a répondu, on reçoit nos sous. Et une fois qu'on a reçu nos sous, on les envoie à l'oreiller et on complète notre order. Donc c'est parti, ma petite machine à état, elle tourne. Je vais aller la lancer depuis mon contrôleur. Est-ce que quelqu'un veut bien me donner son prénom? Ou un nom? Non, personne. Adeline? Trop bien, merci. Donc là, j'ai fait que Adeline avait perdu une dent. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on regarde les logs, j'ai reçu ma dent, j'ai vérifié ma dent. Adeline n'a pas de carie, elle se brosse bien les dents. Et ensuite, du coup, j'ai commandé beaucoup d'argent. Donc là, si je vais voir en base ce qui se passe, donc ça, c'est ma persistance MongoDB. C'est MongoDB Compass, qui nous permet de voir un peu tout. J'espère que vous voyez bien. Donc là, on a ce que je vous montrais tout à l'heure en log, mais là, c'est un peu plus poussé, c'est en base de données. Donc ici, je vois toutes les transitions par lesquelles je suis passée, et je sais que je suis à l'état pause. Donc si on veut continuer le process, on va dire qu'on a reçu nos sous. J'ai juste besoin de l'ID du process. Hop. Et comme Adeline a été très sage, elle aura 10 € pour sa dent perdue. Si je retourne dans mes logs, je vois que j'ai reçu mes sous, je update mon order, je l'envoie sous l'oreiller et je complète mon order. Et ça va se refléter en base de données. Donc je suis bien au statut finished. Mon dernier état, c'était complete. Et ici, j'ai toutes les informations sur ma dent. C'était la dent d'Adeline, elle n'a pas de carie et elle a eu 10 € pour sa dent tombée. Donc voilà. En tant que bonne PO, notre petite souris, elle s'est dit, mais trop bien, ça marche bien ce truc-là. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de faire une nouvelle feature. J'ai envie de jeter à la poubelle ma dent si jamais elle a une carie ou l'envoyer à mon château si jamais elle n'a pas de carie. Et en tant que bonne PO, elle veut ça très très vite. Sauf que notre petite souris, elle ne connaît pas vraiment notre super machine à état et elle ne sait pas que le très très vite, on va le faire très très vite. Donc qu'est-ce qu'elle veut notre petite souris? En gros, elle veut rajouter cette transition en vert là. Donc au lieu de passer de cet état-là à cet état-là, elle veut passer de cet état-là à cet état-là, puis elle est là, et elle veut effectuer une nouvelle action entre les deux. C'est toujours la même condition, c'est si j'ai une carie ou si j'ai pas de carie. Donc on va venir ici en dessous de tout verify. Donc d'abord, j'ai besoin de créer un nouvel état qui va être order money. Hop. Et donc on a dit après tous verified. Donc je vais mettre après tous verified. Hop, c'est ici. Donc je vais reprendre ce truc-là. C'est la même condition. On a dit que quand on était en tous verified et qu'on avait une carie, alors on voulait aller à notre nouvel état, donc order money.
Et on voulait faire l'action send à la poubelle. Je vais lui rajouter une petite priorité. Hop, donc voilà. Et je vais faire ça une deuxième fois pour quand j'ai pas de carry. Hop, j'enlève mon when, j'enlève ma priorité. Et cette fois-ci, je l'envoie à mon château. Voilà, j'ai rajouté la nouvelle étape dans mon process en 2 secondes. On peut se l'essayer. Je vais avoir besoin d'un nouveau prénom. Est-ce que quelqu'un d'autre veut me donner son prénom? Je n'ai pas très bien entendu. Claire? Aïe. Ah non, c'est bon, je crois. Tu n'auras pas de carry non plus. Bon, on va aller voir. Du coup, on a reçu l'order. Tu n'as pas de carry, Claire, top. Et là, on voit bien que on a... Ah, je me suis trompée, pardon. Donc là, je suis à mon état order money, mais en fait, là, je repars toujours du tooth verify, ça ne va plus. Il faut que ici, hop, je parte de order money. Et si je relance ça, pouf. Désolée, je réexécute pour Claire. Hop. Donc là, on voit bien qu'on a à peu près les mêmes logs du début, et cette fois-ci, on a envoyé notre dent au château avant de commander beaucoup de sous. Donc on a vraiment rajouté cette étape entre les deux. Et dernier petit cas sympa, c'est que si jamais notre petite souris, quand elle se rend à la Banque de France, elle tombe sur une pile de fromage, ou pire, qu'elle se fait manger, et que du coup, en fait, elle ne va jamais faire sa commande de dents à la Banque de France. Donc, en résumé, qu'on se retrouve ici avec un fail ou ici à l'infini et qu'on n'a jamais de réponse de notre Banque de France, ben, on va vouloir faire un retry de juste cette étape-là, de recommander nos sous finalement. Donc on va être ici, on va vouloir remonter à l'état order money et refaire la suite. Ça, du coup, je vais le faire avec vous. Donc on a dit qu'on était à money order et qu'on voulait revenir à order money. Bah, ça, c'est super facile. Je suis à money order. Hop. Et je vais à, then, order money. J'ai juste à faire ça. Je lui dis que je veux faire ça quand on m'a flagué qu'on voulait recommencer cette étape du process. Donc généralement, on peut faire un batch ou des choses comme ça qui vont aller du coup relancer notre process via un contrôleur. Donc ce sera quand je relaunch ma condition et je vais lui mettre une petite priorité. Tac. Et du coup, si ça, on se l'essaye, que je reviens ici en base de données. Donc là, on est sur la commande de Claire. On peut dire qu'elle est fail parce que, pour quelconque raison. Hop, et on va vouloir la relancer. Hop, donc cette fois-ci, c'est mon contrôleur qui relance. Tac. Je lui passe juste l'ID du process que je veux relancer. Si je vais voir ici, on ne voit pas grand-chose dans les logs. Le plus clair, c'est dans la base de données. Donc je vais venir ici, tac, dérouler mes transitions. Donc j'ai reçu ma dent, j'ai commandé mes sous, et j'étais en money order. Et là, j'ai relancé mon process, donc je suis revenue à order money, et j'ai recommandé mes sous, et je suis revenue à money order. Je n'ai pas refait tout le début du process, en fait. Donc ça, c'est vraiment top. En 2 lignes, on peut décider de faire un retry de juste une étape. Et demain, si mon téléphone sonne et que je change de petite souris, mais que j'ai toujours un peu le même problème, et qu'elle a un peu plus de soucis avec du sable et des arconènes, et ben moi, j'ai juste besoin de créer un nouveau type, une nouvelle définition, et je vais pouvoir régler son problème à elle aussi. Donc en fait, ici, je vais créer une nouvelle définition. Elle va peut-être avoir plein d'étapes, plein d'actions, plein de conditions qui vont être les mêmes, et je vais juste recréer un nouveau process, et là, j'ai tout qui tourne, et je peux, en 2 secondes, refaire le problème de Mouadib. Donc voilà, si on se fait un petit bilan des courses, on a un peu oublié notre code spaghetti qui est emmêlé dans tous les sens. Là, on a un truc bien linéaire. On a du zen, du with action, du when, du pause after transition. C'est hyper clair et c'est super facile à lire. Et donc, j'ai dans la même classe une vue unique sur tout mon process. C'est hyper facile à maintenir et à faire évoluer. On l'a fait ensemble. J'ai un suivi complet de mon process en temps réel, donc en base de données. Je peux faire le retry d'une étape.
et je peux faire plusieurs process, j'ai juste besoin de créer une nouvelle définition. Si vous avez envie de faire une jolie implémentation de machine à état, comment vous pouvez faire? Vous pouvez le faire de façon custom, comme moi. C'est complètement agnostique de framework, c'est super fun et c'est super instructif. Il faut juste faire attention à ne pas réinventer la roue. Vous pouvez faire appel à des frameworks, à des frameworks comme Spring State Machine. J'ai pris Spring parce que moi je fais essentiellement du Spring et du Java, je sais qu'il en existe d'autres. La version 4 est bien poussée, mais il faut faire attention parce que sa release elle est encore de 2023. Et enfin, vous pouvez faire appel à des services externes, comme Temporal ou Camunda, mais il faut être prêt à avoir envie de mettre une brique de plus dans votre récit. Je vous remercie d'avoir sauvé la petite souris avec moi. Je vais tout pousser sur le GitHub, donc mes deux state machines, la petite et la grosse. Et je suis prête pour vos questions.